Je pense que ce voyage avait une part émancipatrice parce qu'il m'a fait sortir de ma zone de confort puisque j'ai enquillé des kilomètres de voiture avec des gens que je ne connaissais pas. Il m'a fait découvrir aussi vraiment des endroits dans lesquels j'aurais pas eu forcément envie d'aller. Et ça, c'était aussi une leçon en fait. En France, on a envie d'aller à Paris, à Lyon, à Marseille, mais on n'a pas forcément envie d'aller à Annonay ou à Nevers. Et pourtant, dans chacune de ces villes, il y a des choses magnifiques, des belles choses à découvrir, comme dans chacune de ces bagnoles, il y avait toujours des personnes intéressantes. Vous écoutez Tracer la route, un podcast proposé par Ulysse. On n'oublie jamais complètement le pays où l'on a grandi. Et quand il se rappelle à vous, il peut vous attirer vers des contrées que vous n'auriez jamais imaginées. Réveiller une part de vous que vous aviez mise en sommeil pendant trop longtemps. Caroline a fait un pari fou, celui de retourner seule sur les routes d'un pays qu'elle avait quitté 15 ans plus tôt. Un voyage sans billet aller, sans billet retour et sans feuille de route. Caroline a entrepris un tour de France en covoiturage. C'était un saut dans l'inconnu, elle en a fait un road trip intime, improbable, dont elle se souviendra longtemps. Je suis arrivée en France le 8 août 1988. Je quittais alors Fribourg avec ma mère et ma sœur et nous sommes arrivés après quelques heures de voiture à Champagnole, une petite ville du Jura français. J'avais 10 ans. La France, évidemment, je la connaissais. C'est l'un des deux pays de ma mère. C'est le pays dans lequel j'avais une partie de ma famille, mes oncles et tantes. J'avais eu mes grands-parents. Mais n'empêche, c'était quand même un grand saut dans l'inconnu vers une ville que je connaissais à peine, même si mes grands-parents avaient habité à quelques kilomètres. Très vite, j'ai constaté des différences culturelles qui peuvent sembler anodines, mais en fait qui me semblaient énormes. On se moquait de mon accent. J'ai dû apprendre à dire 88 au lieu de 88. En calcul mental, je m'en sortais pas parce que le temps que je comprenne que le 74 c'était un 7 et un 4, il y a d'autres chiffres qui arrivaient et j'étais perdue, etc., etc. Donc l'année des 18 ans, c'est l'année du bac. J'ai passé mon permis, j'avais très très envie de gagner un peu de liberté en ayant la possibilité de conduire une voiture. Et puis dès que j'ai eu mon bac, je me suis barrée avec joie. Ensuite, je suis partie à la fac à Lyon, à Sciences Po. J'avais déjà rencontré Simon, donc on s'est rencontrés, on avait 19 ans. Très vite, ça s'impose à moi, à nous, ce sera la Suisse. Donc on s'installe à Genève. À 28 ans, je demande un congé de 6 mois. Je pars de Lausanne avec une copine. Ensemble, on va jusqu'en Iran. Donc en gros, on traverse les Balkans. Ce voyage sur la route de la soie, il compte immensément pour moi parce que je l'ai entreprise seule. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, vraiment. Et puis, ce que j'ai adoré, en fait, c'est le rythme. C'est-à-dire de voir les paysages, les visages évoluer tout doucement au fil du chemin. Alors que quand on prend l'avion, on fait 8 heures, 10 heures, 12 heures d'avion, on arrive quelque part et là, pouf, c'est le choc des températures, des paysages, de plein de choses. Et moi, j'ai aimé ce rythme-là, j'ai trouvé ça beaucoup plus riche. Et si je pouvais ne voyager que comme ça, qu'est-ce que j'adorerais ? C'est vrai que moi, j'adore l'idée de l'itinérance, du road trip. J'ai soif de curiosité, de découverte. Et donc, quand je suis quelque part, j'ai toujours envie de savoir ce qu'il y a un petit peu plus loin, derrière la montagne ou au coin de la route. Alors, petit à petit, ça devient évident que ma vie, notre vie, elle est ancrée en Suisse. On bouge un petit peu moins. Et l'envie de voyage est quand même toujours là, forcément. Un jour de juillet 2016, j'accompagne ma sœur dans un petit bled dans les Deux-Sèvres où elle a rendez-vous pour un blablacar. Devant l'église, assez vite, il y a un jeune homme en mini-short qui arrive. Lui aussi attend le chauffeur. Et puis, le prêtre arrive, très grand, avec son col romain. Il fend la foule, il se dirige droit sur nous. Il se présente et c'est lui, le chauffeur de ma sœur.
Je les laisse partir sur un clin d'œil à ma sœur. C'est un drôle d'équipage. Le prêtre, ma sœur avec sa robe et ses ongles rouges, et puis ce petit jeune homme en mini-short. Tout ça donne des conversations apparemment un peu étranges. Ma sœur m'appelle quelques jours plus tard, elle me raconte. Donc, c'était effectivement un prêtre ultra conservateur. Et je me dis à ce moment-là que j'aurais adoré être une petite mouche pour pouvoir être dans cette voiture et écouter ce qui s'y raconte et ce qui s'y passe. Donc, on arrive en 2017, la présidentielle. Marine Le Pen est au second tour. Dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en France ? Ça fait 15 ans que je suis partie. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu le fil avec mon pays, mon deuxième pays, mon premier pays, j'en sais rien. Et en fait, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de renouer, j'ai envie de comprendre. Donc je cherche un moyen, en fait. J'échafaude des plans. Je me dis, tiens, est-ce que je vais passer une semaine dans la salle d'attente d'un médecin ? Est-ce que je traîne dans un PMU ? Et tout à coup, je repense à ce trajet en Blablacar qu'a fait ma sœur avec ce prêtre. Et ça me saute aux yeux comme une évidence, en fait. Je décide de faire un tour de France en Blablacar. J'ai évidemment derrière la tête l'idée que ça pourrait faire un bon bouquin. Je continue à être persuadée que c'est la bonne porte d'entrée, que ça m'ouvrira plein de portes ou de portières, je devrais dire, sur la France, que je vais croiser des gens extrêmement variés dans ces bagnoles. Et j'ai vraiment envie de le faire. Alors, il y a une chose qui m'a vraiment pris la tête pendant des semaines avant de partir, c'était comment j'allais présenter les choses, en fait. Est-ce que je vais dire que je suis journaliste ? Blablacar, parfois, ça peut amener des discussions très intimes, des confidences, peut-être parce qu'on sait qu'on ne reverra pas les personnes, parce que c'est comme une espèce de petite parenthèse, comme les gens qu'on croise en voyage. On peut passer des moments très intenses avec des gens parce qu'on sait qu'on ne va pas les revoir. Et donc, j'avais pas envie de gâcher ça. J'ai choisi de mentir un peu par omission. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, certes, j'étais journaliste, mais étant spécialisée en photographie, j'avais aussi des projets dans ce domaine-là. Et donc, j'ai choisi de mettre ça en avant et de taire le reste. Je pars un matin du mois de mai. Je décide de ne pas planifier ce voyage et de l'organiser au jour le jour pour me laisser l'opportunité chaque jour de pouvoir envisager la suite. Pour le premier trajet, il y a une voiture qui part à Montpellier. C'est le sud, c'est le soleil. Donc j'ai très envie de m'embarquer là-bas. Je sors du métro, je repère une BM noire rutilante avec 2 filles qui attendent à côté. Donc je me dis que ça doit être ça. Sarah, donc la conductrice, est là. Et puis Géraldine, qui a l'air d'avoir une petite vingtaine d'années de plus que moi, est là aussi. Elle monte à l'arrière, moi à l'avant, et on s'embarque toutes les 3. On commence à rouler et là on récupère Laure. Laure nous explique qu'elle est dresseuse de chevaux. Donc évidemment, ça nous captive tout de suite. On lui demande ce qu'on peut faire à un cheval et là elle nous dit qu'on peut le faire donner la patte, se mettre assis. Donc moi j'ai des images de petits caniches bien obéissants qui me viennent et j'imagine pas un cheval assis ou donner la patte. Elle me montre des photos et c'est assez saisissant, quoi. J'avais jamais vu un cheval le cul comme ça posé dans l'herbe. Elle raconte extrêmement bien, elle nous explique comment arriver à bien dresser un cheval. D'ailleurs elle emprunte cette voiture pour aller demander une bourse pour intégrer l'école de Saumur. Elle nous donne plein de détails sur la manière dont on peut s'y prendre et elle a l'air absolument passionnée par ce qu'elle fait. Jamais j'aurais pensé rencontrer un jour dans ma vie une dresseuse de chevaux et puis avoir un petit cours comme ça, accéléré, des bonnes pratiques. Et c'est l'une des conversations un peu improbables que je garde de ce périple. À l'heure du déjeuner, on fait une pause sur une aire d'autoroute et puis la conversation se fait un petit peu plus intime. Sarah, en fait, est infirmière. Elle a quitté la France pour venir travailler en Suisse parce qu'elle supportait plus les conditions de travail, ce côté abattage, comme elle le dit elle-même, le peu de temps qu'on peut consacrer aux patients, aux patientes. Et puis Laure, à ce moment-là, nous raconte qu'elle a eu un lourd accident suite à une chute de cheval, qu'elle a passé des mois hospitalisée. Elle raconte qu'elle a vécu comme des mauvais traitements, le fait d'être laissée presque nue sur un lit à peu près toute la journée, offerte au regard des gens, et y compris des ouvriers qui étaient sur les échafaudages devant la fenêtre de sa chambre. Et voilà, la conversation se fait un peu pesante,
très intime. Géraldine va chercher des cafés pour tout le monde. Et là, tout à coup, j'ai l'impression d'être un peu avec des vieilles copines en train de se raconter des choses. Et je me dis, voilà, finalement, ce trajet, il est assez riche. C'est peut-être un condensé de plein d'autres choses que je vais pouvoir vivre. Et ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait d'entreprendre ce voyage. La journée se termine, on a passé 7 heures ensemble, on se claque une bise et puis on se souhaite bonne chance pour la suite. J'arrive à Montpellier, il fait beau, je passe devant une librairie avec une file de personnes immense et là je vois François Hollande en train de dédicacer un bouquin. Je flâne un peu dans les rues piétonnes, je suis posée à une terrasse, je suis bien installée, donc une partie de la soirée se passe à prendre des notes pour ne pas oublier ce qui s'est dit dans cette voiture et puis une autre partie à échafauder le jour suivant. Le lendemain, je monte dans une voiture qui doit m'emmener à Nantes. Donc c'est un homme au volant, la quarantaine, cinquantaine. Il me demande de taper son code dans son téléphone pour mettre en route le GPS. Et en fait, c'est un chiffre très compliqué et très long. Et là, il m'explique que c'est le code de transformation des ondes positives en ondes négatives ou l'inverse, je sais plus. Et Yves me précise en plus que ce fameux code que j'ai rentré dans le téléphone, il suffit de le répéter plusieurs fois par jour pour se sentir immédiatement beaucoup mieux. Et là, je me dis, waouh, dans quelle voiture j'ai mis les pieds ? Et finalement, c'est une mine de savoir, il est super ouvert et on a une conversation plutôt chouette. À ce moment-là du voyage, je commence à me diriger vers le nord de la France et parmi les choix qui s'offrent à moi, il y a Dunkerque. Et Dunkerque, c'est un de ces noms comme, je sais pas, Tombouctou ou Katmandou ou d'autres qui m'attirent en fait depuis des années sans que je sache exactement pourquoi. Des projections sans doute, des films, des choses. Enfin, j'imagine des gens méga sympas, des baraques à frites partout et j'ai super envie d'y aller. Je monte dans une voiture avec un jeune homme qui travaille à Dunkerque et qui est franchement dégoûté d'avoir atterri là-bas et une jeune Marocaine et donc tous les deux ne comprennent pas ce que je vais faire là-bas. On arrive très très tard, il fait nuit, pas un chat, personne. Les bistrots ont l'air tous fermés, donc je marche, je finis par en trouver un qui est ouvert, mais on me dit qu'il ferme dans 5 minutes. Enfin, c'est vraiment un peu la déprime et je me dis, bon, ils avaient peut-être raison, qu'est-ce que je suis venue chercher ici ? Le lendemain, je loue un vélo, je découvre quand même des perles, notamment ce petit quartier qui s'appelle Excentrique, un quartier art déco des années 30-40 qui est absolument sublime et fascinant. La plage, évidemment, sur laquelle je vais ramasser des coquillages. Une petite chapelle de marins qui est remplie de maquettes de bateaux et qui s'appelle Notre-Dame des Dunes. Dune, c'est le prénom de ma fille. Par contre, aucune baraque à frites à l'horizon, contrairement à ce que j'espérais et aux clichés que j'avais un peu en tête. Je continue ma route et j'arrive à Reims. Je visite les caves Pommery qui sont situées dans des anciennes crayères et ça, c'est absolument fascinant. Je savoure, j'écris mes petites notes comme d'habitude et je suis plutôt heureuse d'être là. Dans le covoiturage qui part de Reims pour Strasbourg, on est 5 dans la voiture, 3 derrière. Et puis à côté de moi, il y a Marguerite. Marguerite qui est septuagénaire, retraitée, rousse, un peu flamboyante. Elle a un éventail, elle pousse des grands soupirs incessants, elle parle beaucoup, très fort, elle se plaint que notre conversation n'est pas assez intéressante. Et puis son téléphone sonne et donc elle répond. Du coup, plus personne d'autre ne peut parler dans la voiture. Elle prend une place immense en fait. Je suis super agacée, mais j'essaye de me rappeler que je suis là parce que je l'ai voulu d'abord, que j'ai cherché aussi un peu ça. J'avais envie d'avoir des trajets pendant lesquels il se passait des choses à raconter. Donc, je décide de mettre ma mauvaise humeur de côté, de prendre ce que je peux de ce trajet. Et j'ai notamment une conversation plutôt chouette et touchante avec le chauffeur. Il y a une règle que je m'étais fixée, c'était de jamais monter seule dans la voiture d'un homme, conducteur. Mais lorsque j'étais à Annonay et que je cherchais à organiser la suite du voyage, j'ai vu s'afficher Saint-Nectaire. Et Saint-Nectaire, je sais pas, c'est peut-être un peu comme Dunkerque. C'est un endroit qui me faisait assez rêver, peut-être parce que petite, j'allais en vacances en Auvergne chez mon oncle et ma tante, peut-être parce que j'adore ce fromage. Enfin voilà, j'ai vu que le chauffeur avait des commentaires plutôt positifs et je me suis dit, je m'embarque, tant pis. Et puis, arrivé à Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, c'est un petit village en Auvergne, vers le massif du Sancy. Il se déroule comme ça en haut d'une montagne, il est tout en longueur.
Il y a quelques vieux hôtels, belle époque, art déco, magnifiques. Ces endroits un peu abandonnés, moi, ça m'a toujours fascinée parce que voilà, ça me donne envie en fait de pousser la porte et puis d'aller voir à l'intérieur. Il y a toujours des objets qui restent, des témoignages du passé et d'une histoire voilà, qui a été glorieuse et qui n'est plus. Et je trouve ça toujours très touchant, en mode un peu exploration comme ça. J'adore ces endroits. Et puis donc, au-delà de cette architecture du passé, Saint-Nectaire, c'est juste des paysages incroyables. C'est la chaîne des volcans, des montagnes autour et un petit village. C'était la première fois depuis le début du voyage que j'étais vraiment, vraiment à la campagne. Et ça fait un bien fou. Un des derniers trajets que je fais, c'est avec Carmen, de Valence à Albertville. Et Carmen, une des premières phrases qu'elle me dit, c'est qu'elle a un cancer et qu'il lui reste 15 mois. Je trouve ça un peu rude comme entrée en matière. En même temps, ça plante le décor. Donc voilà, tout de suite, la conversation roule sur de l'intime, sur sa maladie. Carmen, elle avait l'air d'avoir la rage contre la terre entière, contre les gilets jaunes, contre les touristes, contre les Suisses, enfin tout y passait, tout le monde y passait. En même temps, je sentais une générosité immense. C'est un des rares voyages où on n'était que deux finalement dans la voiture et puis voilà, ça permet ce genre de conversation hyper intime, hyper personnelle. On a passé quelques heures ensemble, donc c'était un vrai échange, un vrai partage et c'est un des trajets qui m'a le plus marqué. Donc mon voyage se termine, j'ai dû faire, je pense, pas loin de 3000 km. J'ai rencontré une 50aine de personnes, parmi lesquelles des retraités, des étudiantes, quelques chômeurs, une aspirante à la nationalité française, une dresseuse de chevaux, un jardinier dans un cimetière militaire. Enfin voilà, ça a été hyper varié. Chacune de ces rencontres m'a permis d'apprendre quelque chose, des choses improbables, une recette de cuisine, le code de transformation des ondes positives en ondes négatives ou l'inverse, enfin voilà. Et puis surtout, j'ai mis des images sur des noms, un peu comme on met parfois des visages aussi sur des personnes dont on a entendu parler, mais des villes comme Moulins, Nevers, on en entend parler, parfois on les traverse, enfin on les traverse pas, mais on passe à côté en autoroute et puis là voilà, ça m'a permis de m'y arrêter, de partir à la rencontre de cette France, de cette diagonale du vide en partie. Et puis, ça m'a vraiment permis ce que je voulais au début, c'est-à-dire de sonder un petit peu ce qui était ma part française, ma part suisse. Je me suis sentie très, très proche de la France. J'ai admiré encore une fois ses paysages, ses vieilles pierres, sa bonne bouffe. Je suis heureuse d'avoir fait ce périple, d'avoir renoué un peu avec un de mes deux pays, pour plein de raisons différentes finalement, autant professionnelles que personnelles. Je suis hyper heureuse et satisfaite d'avoir fait ce voyage et de la manière dont il s'est déroulé. Il m'a fait sortir de ma zone de confort puisque j'ai enquillé des kilomètres de voiture avec des gens que je ne connaissais pas. Ça me prouve, j'en avais l'intuition, mais ça me prouve qu'on peut faire des reportages à deux pas de chez soi, que les rencontres peuvent être aussi riches, les enseignements aussi nombreux et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour ça. Tracer la route, pour moi, c'est vraiment l'idée de l'aventure en fait, donc de dessiner un voyage au fur et à mesure. Et ça peut être à l'autre bout du monde, ça peut être faire du stop, ça peut être partir de chez soi aussi.